Fondateur du Collège coopératif de Paris et de l'Université coopérative internationale, sociologue, chercheur, humaniste à l'affût des richesses de chacun, utopiste invétéré, Henri Desroches naissait à Roanne il y a tout juste 77 ans. Tout en retraçant les grandes étapes d'une carrière bien remplie, la ville lui a rendu un vibrant hommage. Ce fut pour lui l'occasion de remonter aux sources, de revenir sur les pas de son enfance. Un retour sur le passé qu'il cultive volontiers, surtout lorsqu'il s'agit de transmettre les leçons d'une longue expérience de séducant. Histoire de séducant, c'est un titre qui ne va pas de soi et qui mérite peut-être une explication. Et le plus simple, c'est sans doute que je joue les rôles de l'appariteur, de l'annoncier ou du cœur de la tragédie antique. Deux ou trois questions qui demandaient de réponse préalable avant d'engager ces entretiens. Qui parle ? Nous sommes trois à parler. Le seigneur que je suis, plus que jamais seigneur aujourd'hui, puisque c'est le jour anniversaire de mon 7 sur 7, et deux juniors que je remercie pour avoir bien voulu assurer ce partenariat. Jean-François Drapery, Pierre Forat, et je leur ai demandé de faire partie de ce que, dans un entretien avec Didier Ribon de Miéville, appelle ces cadets qui éclairent nos crépuscules. Il y a 4 ans, tous deux étaient de mes compagnons lorsque j'ai assumé et assuré une dernière longue marche de séducants, à la fois éduqués et éducateurs, en Afrique, en particulier au Cap-Vert, à Praia. Et nous avons pensé qu'il était intéressant de dialoguer intergénérationnellement. Nous parlons d'histoire de séducants. C'est un terme, en effet, qui a été inventé au Québec et qui a une très large circulation pour désigner l'équivalent dans ce qu'on appelait autrefois des autodidactes. À partir d'un certain point et à partir d'une certaine évolution historique, il n'y a plus de distinction entre l'enseigné et l'enseignant. Chacun est l'enseigné et l'enseignant de l'autre. C'est un axiome que nous retrouverons dans nos histoires de séducants. Comment allons-nous en parler ? En 2 grands volets. D'abord en nous racontant des histoires d'éduqués, et puisque c'est moi qui suis la cible, j'essaierai d'expliquer en réponse aux questions comment je me suis éduqué du berceau à la tombe, comme disaient les Owennites d'autrefois, et comment je continue à m'éduquer, comment j'ai commencé, comment j'ai poursuivi, comment je continue à m'éduquer, et on essaiera de baliser ces 77 ans d'éduquer. Dans un deuxième volet, j'essaierai d'expliquer, toujours en réponse aux questions, comment je pourrais baliser mon parcours d'éducateur. Comment j'ai éduqué d'autres dans différentes conjonctures, selon différents scénarios, selon différents modèles ou modules. Commençons par la petite école. Parmi tous vos souvenirs d'enfance, qu'est-ce que vous avez l'impression d'y avoir appris ? Je crois que si je vaux quelque chose dans la vie, je le dois à ma mère. C'était une petite paysanne, pas analphabète, elle avait appris à lire et écrire, et elle était passionnée de lecture. Et elle écrivait très bien, des très belles lettres. Malheureusement, toute notre correspondance a été brûlée. C'est dommage, on aurait des dizaines d'années de correspondance entre la mère et son fils. Et je lui dois vraiment le peu de sagesse qui m'est resté, un appétit de savoir extraordinaire et un courage irrépressible qui vient toujours à la rescousse. Une grande intelligence de sa part, une grande sapience et une escorte qui ne s'est jamais démentie jusqu'à son lit de mort. Elle était très sévère, mais sa principale punition, c'était de m'attacher au pied de la table avec un fil de laine.
un petit fil de laine que je pouvais casser, mais que je me gardais bien d'enfreindre. C'était sa sévérité, qui s'exerçait rarement, mais qui était toujours vigilante. Très tôt, un peu comme les coutumes d'Afrique le veulent, vous savez, en Afrique, vous avez dû voir ça, très souvent, l'éducation est confiée à un frère Ou une sœur. ou une sœur, du père ou de la mère. Ma mère avait un frère, mais il était lointain, n'avait pas de sœur. Il se trouve qu'elle a une sœur, une vieille demoiselle, une demoiselle plus âgée, un peu plus âgée qu'elle, qui s'appelait Mademoiselle Jeanne, et qui m'a fait faire mes premiers pas à la crèche de la place Berthelot. J'en conserve un souvenir absolument bouleversant, parce que c'est là que j'ai commencé à faire marcher ma petite tête et à pratiquer ce que Furet-Ozouf raconte dans Lire et écrire de Calvin à Jules Ferry, l'alphabétisation des Français. J'ai commencé à m'alphabétiser. C'est-à-dire, j'ai commencé à connaître la magie des signes. D'abord des barres, puis des premiers caractères. C'était magique, quoi. C'est Sésame, ouvre-toi. Quand je suis sorti de la crèche, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, je ne savais pas compter, mais j'avais commencé. Et en plus, j'avais commencé à une initiation de ma propre classe d'âge, entouré de nos mamans d'ailleurs, papotantes 4 fois par jour à l'entrée et à la sortie. Mais j'ai une classe d'âge avec laquelle j'ai commencé à pratiquer un certain nombre de rites initiatoires. Et ça m'a marqué beaucoup, je crois, cette chose-là. Et je vais retrouver ce rituel de classe d'âge dans la suite de mon éducation. Puis j'ai eu l'école primaire, qui représentait un sevrage. C'était une école primaire, comme on en disait autrefois, créée par la communauté des habitants. Le quartier, la paroisse, au sens péguiste du terme. Et ça, je crois qu'il m'en est resté beaucoup. À travers cette école, j'ai perçu la créativité d'un quartier. Nous faisions partie de cette génération universelle, de ceux dont les parents étaient des fermiers, des agriculteurs, des éleveurs, des gens de la campagne, et qui sont descendus à la ville. C'est un exode qui pouvait se faire à plus ou moins longue distance. Pour moi, c'était un village à 20-30 kilomètres à un faubourg de la ville. C'était pas un bidonville, mais c'était un faubourg de la ville. On n'entrait pas dans la ville, on était dans le faubourg. Et ça, c'est une procédure que j'ai retrouvée un peu partout dans le monde par la suite. Et là, j'ai fait l'expérience d'une communauté d'habitants. On dirait une organisation non gouvernementale aujourd'hui. Communauté d'habitants qui pratiquait la subsidiarité de bout en bout, c'est-à-dire la self-reliance. C'était pas une école parallèle, c'était une bonne école, mais sans prétention à, comment dirais-je, aux classes nouvelles. On connaissait pas les techniques Freinet. C'était une bonne vieille école comme Alain dans ses billets la célèbre, avec sa liturgie un peu exorcisante et adorcisante, ses hiérarchies, ses liturgies, ses pinsommes, ses punitions, ses sévérités, ses disciplines. Et je crois que dans l'éducation, on devrait accorder davantage l'éducation de la première enfance à l'école. Elle se fait en 2 volets, dans les classes et dans la cour de récréation. La cour qui est restée inchangée. Dans les études et dans les jeux. Dans mes souvenirs, je me rends compte que les jeux, qui étaient tellement éducatifs, sans le vouloir et sans le savoir, obéissaient à des lois migratoires. C'est-à-dire que saisonnièrement, sans savoir pourquoi, tel jeu devenait dominant. Un jeu devenait obsolescent, un autre devenait reviviscent. Et il y avait un cycle annuel. Il y a deux voies pour s'éduquer. Il y a la voie didactique et la voie initiatoire. C'est pas la même chose. La voie didactique, c'est la voie de l'inculcation par un maître à un élève. La voie initiatoire, c'est la voie de l'autopromotion qui se fait à travers des rites, des rituels, des symboles, des épreuves, des contre-épreuves, etc. Dans l'une, on donne des explications, dans l'autre, on joue des implications. Et alors, je ne voudrais pas perdre ce fil par la suite dans les séquences successives de comment je me suis éduqué. Je crois qu'il y aura toujours une alternance entre l'enseignement et l'initiation, la didactique et la maïeutique. Il y a
ce lieu, ce haut lieu, ce milieu formé par mon faubourg, son école, son patronage, puisque ça fait partie des récréations aussi, ses colonies de vacances, ma mère, des maîtres, assurément, des compagnons de classe d'âge. Et là, ça fait comme un terrain, un terroir, un territoire, une patrie, une matrice. Et je pense que on s'en défait jamais de ça. Cette petite ville, je la vois comme un berceau, comme un écrin, comme un lieu de rituel, le rituel de l'enfance, qui me marque à tout jamais. Elle est nichée là au bord de la Loire. Elle est comme une petite perle qui s'est agrandie progressivement. Avant, c'était des marécages, c'était un village au XVIIe siècle, mais enserré par ces montagnes. Et ça a été pour moi comme un berceau, oui, avec cette nostalgie qui m'a toujours habité là. Ça fait partie de mon souvenir d'enfance, de l'outre-montagne. Au cours de mes vacances, je franchissais une première rampe de la montagne et j'avais toujours dit, qu'est-ce qu'il y a au-delà des montagnes? Je suis passé ma vie à chercher ce qu'il y avait au-delà des montagnes. C'est ce qui vous permet peut-être de considérer que c'est une des origines possibles de la théorie du mirage, à laquelle vous vous référez souvent. Peut-être, oui. C'était comme un mirage qui mettait la petite caravane que j'étais, qui la mettait en route. Qui mettait en route le petit train. Parce que là, c'est un dernier souvenir que j'ai, et qui a joué un très grand rôle dans mon enfance. Dans le chemin que je faisais pour aller à l'école, il y avait une rue Rabelais où passait un petit train. On l'appelait le petit train. Le taco. Et alors c'était pour moi un petit train magique. Parce que j'avais étudié sur les indicateurs tous les noms des villes et des villages de là-bas, où il allait. Moi je le voyais passer et je rêvais du jour où il m'emmènerait. Il ne s'est jamais arrêté, il ne m'a jamais emporté.